On sait peu de choses sur ses premiers dessins, son premier goût pour les arts. On sait simplement qu'il avait un coup de crayon qui va le conduire à entrer dans l'atelier de Thomas Couture, fin 1949, sous la Seconde République. La famille Manet est très républicaine. Couture est le peintre presque officiel de la Seconde République. Donc Manet fait le choix d'un artiste politiquement engagé et qui représente aussi une sorte de second souffle du romantisme. Le romantisme est en crise. Ce n'est plus le mouvement prédominant. Gustave Courbet a lancé une nouvelle façon de peindre qu'il a baptisée réalisme. Son style a beaucoup de force et il fait très forte impression sur la génération d'Édouard Manet. Donc, non seulement Manet absorbe les influences progressistes de Couture, mais il est également très influencé par Courbet. Ceci dit, on verra émerger dans le travail de Manet une sorte de réalisme plus raffiné, plus parisien et plus subtil. Manet prolonge ses classes au contact de Zurbarán, de Velázquez, de Murillo, de Goya et de tous les autres. Cette peinture puissante, tout en contraste, où les corps se découpent sur des fonds monochromes, il va faire le lien. Et en 1861, avec le chanteur espagnol, il va taper dans l'œil de Théophile Gautier, et Gautier se reconnaît dans le tableau et lance Manet à cette occasion. Le chanteur espagnol de 1860 est proposé au salon de cette année-là et accepté. Après l'échec du buveur d'absinthe, cette peinture au caractère espagnol offre à Manet gloire et bonne critique. Une médaille lui est décernée, ce qui le distingue auprès des critiques. Manet commence à se faire une réputation. Il pense que le public accueillerait mieux ses toiles de l'école espagnole. Il ne se trompe pas. La grandeur du tableau, ses couleurs vives et le charme du personnage séduisent le public et les critiques louent l'observation aiguë de l'artiste sur la vie réelle et le costume exotique et pittoresque du modèle. Étonnamment, aucun critique ne semble avoir décelé chez Manet une innovation de style. La suppression des demi-teintes nous pousse à regarder les tableaux, Le chanteur espagnol et Portrait de Monsieur et Madame Manet, comme un préambule au développement à venir de l'art du XIXe siècle. Au lieu de rester dans les tons ocreux de la vieille école ou comme Manet le décrit, les tons de soupe, bien aimés par les artistes exposés au salon, ce guitariste mangeur d'oignons et buveur de vin baigne dans une lumière discordante et crue qui le rend étonnamment réel. Un matador ou le matador saluant, 1866-1867. Le style de Manet, ainsi que son sujet, est profondément influencé par la mode pour l'art et la culture espagnole. Importée par les romantiques à la fin des années 30, cette culture devient vite une mode populaire. Les acteurs espagnols, vus au théâtre et au music-hall au début des années 1860, captent son intérêt. Les Petits Cavaliers, 1860-61. Une eau forte et une aquarelle sans doute copiée d'un tableau de Velázquez. Sa sensibilité à reproduire, conjuguée à son intérêt pour les peintures espagnoles de Velázquez ou Goya, entraîne une série de toiles hispaniques. Sa période d'hispanophilie paraît longue, car elle correspond à la transformation d'un brillant étudiant en un artiste mature et unique. L'intérêt de Manet pour les œuvres du maître espagnol du XVIIe siècle Velázquez est frappant dans cette toile « L'enfant à l'épée » de 1861. Léon Coella-Lenhoff, qui est probablement le propre fils de Manet, sert de modèle et est peint dans le costume de page de l'aristocratie de l'époque. Le ballet espagnol, 1862. Baudelaire, l'ami de Manet, à cette époque, dit avoir une grande admiration pour les compagnies espagnoles se produisant en ce temps-là à l'hippodrome de Paris. Pour cette peinture, Manet fait un croquis préliminaire à l'aquarelle et à la gouache.
Cette toile étonnante de fraîcheur, de dynamisme, de couleur et de toutes les valeurs à la mode témoigne du grand talent de l'artiste et de son esprit rebelle. Malgré son désir de plaire, Manet défie néanmoins toutes les conventions, s'exprimant librement et sans inhibition. Après avoir peint la troupe, il demande plusieurs fois à Lola de Valence, première ballerine de la compagnie, de poser pour lui. Ce portrait, Lola de Valence de 1862, reste l'un des plus beaux et des plus saisissants tableaux de Manet. Jamais il ne se surpasse à ce point dans les couleurs qui apparaissent ici dans tous leurs éclats. L'artiste, dans une réalité criante, représente Lola entrant en scène, frappant le public par son charisme. Si cette composition rappelle celle de Goya, néanmoins la peinture de Manet insiste spécialement sur la danseuse, qu'il peint avec sa sensibilité et son observation personnelle, un éloge sur l'art moderne. Mademoiselle Victorine en costume d'espada, 1862. Le modèle, Victorine Meur, pose pour lui à partir de cette année. Elle porte un costume espagnol, cousu certainement par un tailleur espagnol à Paris. Le fait qu'une femme porte un costume d'homme et des chaussures anachroniques pour la tauromachie ne laisse aucun doute sur le caractère fictif de la composition. Jeune femme reposant en costume espagnol, 1862. On reconnaît dans cette femme portant un costume masculin espagnol l'amie et la maîtresse de Manet, Nadar. L'allusion dans la pose au fameux tableau de Goya Maya Vestida est évidente et intentionnelle. L'accent lumineux transparaît dans les tons crème veloutés des culottes et des bas, plus que dans le visage. Le modèle du jeune homme en costume de maillot de 1863 est le frère cadet de l'artiste, dont le typique et flamboyant costume est porté par les jeunes de la classe ouvrière des maillots. L'habit de velours noir contraste avec le manteau rouge vif jeté sur son bras, avec la ceinture beige et les lignes grises de la veste, autant qu'avec les foulards rouges et verts sortant de sa poche. Le torero mort, 1864. Manet présente ce tableau lors d'une exposition personnelle en 1867, avenue de l'Alma, pendant l'exposition universelle de Paris. Il est accueilli comme l'une des plus belles symphonies de noir jamais tentées jusqu'alors. Il est vrai que Manet décline le noir sous toutes ses formes. Sa vibrante palette, sa sensibilité du moment présent et la vérité tragique des images marquent fondamentalement son siècle. Gitane à la cigarette, 1862. Des maîtres espagnols, Manet retient des points essentiels. Comment condenser et simplifier ses effets picturaux, comment créer des groupes de personnages aux attitudes naturelles, comment se servir des noirs et des gris comme des couleurs actives, comment appliquer la peinture d'une manière puissante, pleine et vivante, loin de la touche sèche et laborieuse enseignée par Couture. Portrait de Victorine Meur, 1862, premier portrait du modèle favori de Manet. Victorine est en réalité un modèle professionnel et posera pour Manet de nombreuses fois. Elle apparaît dans Le Déjeuner sur l'herbe et l'Olympia. L'or roux de ses cheveux et sa peau crémeuse qui capte parfaitement la lumière, l'intrigue et l'inspire. Le noir pur du collier tranche lourdement sur cette étude expérimentale. Très vite, Manet apprend à maîtriser les jeux d'ombres et de lumière. Sur des toiles importantes, comme l'Olympia et le Fifre, nous voyons ses essais d'aplanir les formes ainsi que d'autres caractéristiques spécifiques de l'art japonais. Bien qu'utilisés avec discrétion, ils deviennent des effets de style dominant. Vue de l'exposition universelle, 1867. Fin 1862, Manet a de nombreuses raisons d'être satisfait. En un an, il réalise une douzaine de tableaux de plus ou moins grande envergure et parvient à changer sa peinture timide en une peinture puissante au style souple et personnel. Il découvre aussi comment immortaliser sur un tableau la vie de sa ville et de son époque. Comme beaucoup de peintres, Degas compris, Manet refuse d'exposer ses toiles avec ses amis les impressionnistes. Il préfère accrocher au salon ou ne pas être accepté, mais rester lui-même. Il possède une force de caractère qui l'aide à ne jamais trahir ses convictions artistiques, même s'il choisit de construire sa renommée selon des voies classiques.
Impatient d'accrocher ses toiles, Manet comprend rapidement que son optimisme est mal placé quand, dans cette année 1863, ses 3 entrées au salon lui sont refusées. Le pique-nique ou le déjeuner sur l'herbe, 1863. Une des toiles rejetées du salon de 1863. Par réaction, Manet l'expose au salon des refusés et provoque un scandale. En fait, le pique-nique représente la cible favorite des critiques. En 1863, qui reste considéré comme son chef-d'œuvre. L'artiste parvient, après un laborieux travail de synthèse, à trouver cette puissance et cette originalité de style qui annoncent les merveilles artistiques du XXe siècle. Olympia surpasse de beaucoup le pique-nique. Les formes sont plus aplanies et simplifiées. Le bouquet et le vêtement de la servante sont légèrement détaillés et se dessinent sur un arrière-plan noir. Malgré l'effet de manque de relief, le délicat tracé des contours et l'épaisse peinture crème donnent une merveilleuse envie de caresse et une densité charnelle au corps de la jeune femme. Toutefois, cette toile provocante rencontre aussi des critiques acerbes lors de son accrochage au salon de 1865. L'essentiel sur la Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils. L'auteur de ce roman est Alexandre Dumas fils parce qu'il porte le même nom que son illustre père, Alexandre Dumas, l'écrivain romantique, ami de Victor Hugo et auteur du très célèbre Comte de Monte Cristo et des 3 mousquetaires. Alexandre Dumas fils a été conçu hors mariage avec une couturière, Catherine Labbé, et son célèbre père ne l'a reconnu qu'à l'âge de 7 ans. Dumas fils tirera une grande amertume de son statut d'enfant illégitime, ce qui le poussera d'ailleurs à critiquer dans son théâtre la dissolution de la famille et les injustices sociales, et notamment le sort réservé aux enfants bâtards et aux femmes abandonnées, dans des pièces à thèse comme Le fils naturel ou Le père prodigue. Alexandre Dumas fils s'inspire d'ailleurs souvent de sa propre vie pour écrire. Pendant sa jeunesse, son père l'entretient pour se racheter, et Dumas fils mène alors une vie fastueuse de dandy, qui était le nom porté par les jeunes élégants à la mode. C'est dans ce cadre qu'il rencontre en 1844 Marie Duplessis, une courtisane adulée par tout Paris. Il entreprend une relation passionnée et tumultueuse avec elle. Celle-ci meurt 3 ans plus tard de la tuberculose. Dumas fils s'inspirera de leur histoire d'amour pour écrire son roman le plus célèbre, La Dame aux camélias, et donne à son héros ses propres initiales, A.D. pour Armand Duval. Le roman est aussitôt un grand succès. Celui-ci débute par une visite que fait le narrateur, à l'identité inconnue, dans un appartement dont le mobilier est mis aux enchères. Il apprend que ces biens appartenaient à une courtisane, une certaine Marguerite Gauthier, surnommée la Dame aux camélias, une magnifique jeune femme morte à 23 ans de la phtisie, tout comme son inspiratrice Marie Duplessis. Lors de la vente aux enchères, le narrateur achète un livre, Manon Lescaut, de l'abbé Prévost, qui est dédicacé par un certain Armand Duval. Le narrateur part à sa recherche et trouve un jeune bourgeois inconsolable de la mort de sa maîtresse. Celui-ci lui raconte leur histoire d'amour passionnée, émaillée des crises de jalousie d'Armand qui ne supporte pas de devoir partager Marguerite avec ses riches protecteurs et qui ne dispose pas d'une fortune suffisante pour l'entretenir sans concurrence. Ils partent quelques mois à la campagne, loin de Paris, mais Marguerite s'endette secrètement pour ne pas mettre en difficulté Armand vis-à-vis de son père, qui voit d'un très mauvais œil cette relation scandaleuse. C'est le père d'Armand qui persuade secrètement Marguerite de rompre pour le bien d'Armand. Ignorant le sacrifice qu'elle a consenti pour lui, Armand en tire un tel chagrin qu'il se venge cruellement en s'affichant avec d'autres maîtresses devant Marguerite. La jeune femme ne le supporte pas et meurt au bout d'une longue agonie, seule et endettée. On le constate, le roman n'est pas chronologique, c'est-à-dire raconté dans l'ordre dans lequel les événements se sont produits. Et surtout, les faits sont racontés par plusieurs narrateurs. On peut donc parler de roman polyphonique, un roman à plusieurs voix. Il y a d'une part un récit cadre, raconté à la première personne, par un narrateur dont on ne connaît pas l'identité, mais qui connaît Marguerite Gauthier de vue et de réputation. C'est une sorte de double du romancier qui prétend témoigner d'une histoire vraie. Dans ce récit cadre, il y a plusieurs récits enchâssés, comme des poupées russes. Le plus long récit enchâssé est évidemment celui d'Armand,
qui raconte son histoire avec Marguerite de son point de vue subjectif et lacunaire. On trouve également celui de Marguerite, à travers le journal de son agonie, qui vient compléter les lacunes du récit d'Armand, ainsi que celui de Julie Duprat, la dernière amie qui accompagne Marguerite dans la mort. Ce type de récit permet de créer des rebondissements et des coups de théâtre. C'est seulement après coup, grâce à l'analepse, que le lecteur comprend que Marguerite s'est sacrifiée par amour pour Armand. Cela accentue encore le malentendu et le tragique de sa mort, ainsi que la compassion du lecteur pour les deux héros. On constate donc l'ambiguïté de la figure de Marguerite, à la fois courtisane et sainte, pécheresse de corps mais généreuse de cœur, suscitant à la fois scandale et fascination. L'intrigue mélange d'ailleurs des influences contraires, issues de deux courants littéraires, d'une part le romantisme, d'autre part le réalisme. Le romantisme se caractérise par la recherche d'une libération du sentiment, de la sensibilité, de l'imagination et de la langue face à la tradition classique et rationaliste des siècles précédents. L'histoire d'amour tragique, qui peut rappeler les amants maudits de Shakespeare, Roméo et Juliette, les nombreuses descriptions psychologiques, l'épanchement émotionnel d'Armand, la noblesse sacrificielle de Marguerite érigée au rang de sainte, tous ces thèmes rappellent plutôt le goût romantique pour le sublime et la sensibilité. Cependant, Alexandre Dumas fils développe également des thèmes propres au réalisme, nés dans les années 1850, et caractérisés par la volonté de représenter le plus fidèlement la réalité et la société contemporaine. En effet, Dumas fils représente aussi la réalité scabreuse de la vie d'une courtisane, l'hypocrisie sociale de la société bourgeoise et le règne croissant de l'argent dans un monde de plus en plus libéral. C'est peut-être aussi cette pluralité d'influences qui ont inspiré les continuateurs de La Dame aux camélias. Celui-ci est d'ailleurs lui-même inspiré de Manon Lescaut de l'abbé Prévost, un roman construit lui aussi sur le récit enchâssé du jeune héros malheureux, le chevalier des Grieux, tombé amoureux de Manon, une fille volage et cupide qui n'a pas la sincérité de Marguerite. Puis, en 1852, Dumas fils adapte son roman en pièce de théâtre. En 1853, Verdi adapte les deux œuvres dans son célèbre opéra, La Traviata, reprenant les deux héros maudits de Dumas fils sous le nom de Violetta et Alfredo. Depuis, on ne compte plus les multiples adaptations au cinéma, depuis celle d'André Calmette en 1912 avec Sarah Bernhardt, jusqu'à la comédie Moulin Rouge de Baz Luhrmann en 2001 avec Nicole Kidman et Ewan McGregor. L'impossible amour de la courtisane condamnée demeure donc universel. Dal Teatro La Fenice a tutto il mondo, buon anno! Libia